Le chapitre 402 d'Hunter x Hunter vient de sortir et il est extrêmement dense et plein de révélations, d'informations et de suspense qui alimentent les intrigues incroyables de l'œuvre. Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien car il y a beaucoup de choses à décrypter dans ce chapitre, donc accrochez-vous bien. Comme d'habitude, je vais commencer par rappeler les faits pour maximiser votre compréhension du chapitre, je vais ensuite l'analyser et théoriser un peu sur la suite. Mais cette fois-ci pas autant que d'habitude puisque je vais sûrement préparer des vidéos dédiées uniquement à mes théories, séparément de mes reviews pour pouvoir aborder l'arc dans sa globalité. Donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner avec la cloche si vous ne voulez pas manquer ça. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager si vous voulez me donner un maximum de force et en attendant, c'est parti pour le rappel des faits. Dans le chapitre précédent, Kurapika a signé un pacte de paix avec le 5e prince Tsubepa, bien que l'on ne connaisse pas encore les termes du contrat. Parallèlement, l'accord de collaboration entre les 14e et 3e princes a été maintenu et un milicien du 3e prince a été mis au courant du nouveau pacte signé entre Wobble et Tsubepa. Le 3e prince, lui, reste patient. Il essaie de comprendre les conditions de sa bête de naine qui crée des pièces qu'il partage avec ses miliciens. Il en a aussi donné une à Senritsu. Ensuite, le 9e prince a été mis en détention provisoire suite à une demande de Balsamilko, le chef de la milice du 1er prince. Le 4e prince Tseridonihi, lui, s'entraîne toujours aux naines bien que son professeur ait changé. C'est maintenant Salkov depuis la tentative d'assassinat ratée de Tita sur le prince. Et pour finir, Senritsu, la bête de naine de Kasho et Kaiser sont toujours au bureau du ministère de la Justice. Ils sont en train de chercher la cause de la malédiction transmise à Fugetsu et les moyens de l'éradiquer. Ils en profitent aussi pour élaborer des plans pour éliminer les princes majeurs, mais Kaiser, qui dit s'allier à eux parce qu'il aime Senritsu, semble cacher des choses et ce n'est pas forcément un allié. Voilà pour le petit rappel des faits, on passe à la review. Le chapitre commence avec les termes du contrat entre Tsubepa et Wobble qui sont expliqués au 3e prince Shorai. Selon son milicien, les 14e et 5e princes se retireront s'il ne reste plus qu'eux et Shorai. Pour Wobble, ça paraît logique, mais c'est bizarre que Tsubepa accepte ça, surtout que ce prince avait assuré vouloir éliminer les 3 premiers et devenir roi dans les chapitres précédents. Et en sachant que le 5e prince est très secret dans ses plans, il est probable que Tsubepa cherche à utiliser la double alliance avec Kurapika pour se défaire de Shorai. On retourne ensuite sur l'intrigue entre Alkenburg et Balsamilko. Le chef de la milice de Benjamin estime que le 9e prince est devenu trop dangereux et il veut le tuer le plus rapidement possible. Pour ce faire, il compte utiliser un poison militaire pendant le procès du prince. C'est une méthode très risquée et c'est peut-être la première erreur du génie de guerre, car il y a des facteurs qu'il ne connaît pas. En effet, on apprend dans le chapitre qu'un jour après, le 9e prince s'est évanoui et c'est probablement lié à l'attaque de Balsamilko. J'ai d'ailleurs une théorie sur cette situation qui va changer l'entièreté de la guerre de succession, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. On passe maintenant au 11e jour après le départ. Tseridonihi s'entraîne toujours au Zetsu et il est monstrueux car il arrive à l'activer en 10 secondes alors qu'il court, joue et parle en même temps. Ce que son professeur et milicien Salkov est incapable de faire, malgré le fait qu'ils connaissent le Zetsu de naissance. Et avec les révélations du dernier chapitre, on comprend que Salkov est sans doute l'un des enfants maudits de Beyond Netero, ils ont d'ailleurs les mêmes yeux, et une malédiction visant l'un des princes pourrait être lancée à sa mort. Mais en sachant que Salkov joue avec la mort puisqu'il cherche à assassiner le 4e prince, il pourrait être le premier à activer la malédiction de Beyond, ce qui nous permettrait d'en savoir plus sur ses conditions et ses conséquences. Pour finir, on retourne sur le trio Senritsu, Kasho, Kaiser, qui a trouvé des stratégies pour éliminer les princes et soigner Fugetsu. Pour les soins de Fugetsu, Basho a rédigé un haïku de naine pour dissiper les esprits faibles pendant une durée limitée, en attendant qu'une vraie solution soit trouvée. Mais par contre, le vrai plan orchestré par la bête de naine de Kasho et Kaiser va probablement changer la totalité de la guerre de succession. En effet, Fugetsu a été chargé de remettre des fausses lettres de testament de Kacho à tous les princes. Aucun prince ne sait que la bête de naine de Kacho l'a remplacée, ceux-ci savent uniquement qu'elle est morte, sauf Fugetsu qui la croit encore vivante en la confondant logiquement avec sa bête de naine. Par conséquent, Fugetsu pense qu'ils ont falsifié la mort de Kacho pour pouvoir embrouiller les princes. Et c'est un peu le cas en soi puisque la bête de naine de Kacho qui l'a remplacée est son portrait craché, physiquement et mentalement. Mais puisque le corps de celle-ci a été retrouvé, aucun prince ne se doute qu'elle est entre guillemets vivante grâce à sa bête de naine. Mais bref, pour revenir sur le plan, les lettres distribuées sont personnalisées pour chaque prince et elles contiennent des révélations cruciales auxquelles seul le ministère de la Justice a accès. Ces informations ont été recueillies par Kaiser et elles concernent notamment le secret de Benjamin, les crimes de Tseridonihi et la vérité sur la naissance d'Alkenburg. Je vais aussi aborder ces sujets en fin de vidéo, mais pendant ce temps, Fugetsu a été reçu par les 1er, 5e, 6e et 7e princes dans la matinée pour leur remettre leurs lettres en main propre. Il est important que Fugetsu donne les lettres en personne car ça lui permet de visiter les appartements de chaque prince et en faisant ça, Fugetsu pourra ensuite utiliser ces endroits comme lieu de passage de sa bête de naine avec laquelle elle peut se déplacer à des endroits qu'elle a déjà visités. Kasho et Kaiser ont eu pour idée d'associer le pouvoir de Fugetsu à celui de Senritsu pour forcer les princes à prendre le tunnel de Fugetsu et s'échapper du bateau, ce qui mènerait à leur mort avec des mains mystérieuses qui les emmèneraient
dans les tréfonds comme avec Kacho. Ce qui est bizarre avec ce plan, c'est que Senritsu, généralement altruiste, semble cette fois-ci accepter ses meurtres. Donc soit elle ne se rend pas compte de l'ampleur de sa mission, soit elle s'est résiliée à l'accepter maintenant qu'elle a compris qu'il est impossible d'échapper à la guerre. La première cible de ce plan sera Luzurus, car Kacho suspecte que c'est sa bête de naine qui a attaqué Fugetsu. Pour cette hypothèse, elle se base sur l'addiction aux drogues du 7ème prince, qui pourrait être reflétée par l'addiction que Fugetsu a eue dans l'utilisation de son pouvoir. Selon Senritsu, lorsque Fugetsu utilisera sa bête de naine la prochaine fois, 2 portes de sortie apparaîtront dans le tunnel et l'une d'entre elles sera un piège. Et donc, il y a finalement plusieurs possibilités sur la malédiction de Fugetsu. Celle de la bête de naine de Luzurus est probable, surtout qu'il est dit que celle-ci tend un piège en lien avec ce que la cible désire. De plus, la marque que Fugetsu a sur le dos peut faire penser à une piqûre d'insecte, comme la bête de naine de Luzurus. Malgré ça, il ne faut pas négliger le fait que ça puisse être une malédiction des dépossédés de Kamiya, comme j'en ai parlé dans ma review du chapitre 400. Ou encore les effets de l'insecte du Hatsu de Yushoi, le milicien de Benjamin qui était anciennement assigné à Fugetsu. Ça pourrait aussi être la malédiction d'un enfant de Beyond, mais ça me paraît moins plausible puisque le sort s'avère être de mauvaise qualité, et que pour l'instant, aucun fils de Beyond parmi les gardes ne semble être mort. Pour revenir sur les lettres, Benjamin a lu la sienne en l'absence de son conseiller Balsamilko, et il a peut-être fait l'erreur d'évoquer la loi martiale lors de sa discussion avec Kaiser. Cet état d'urgence peut être instauré par l'armée royale de Kakin en cas de crise nationale. Et il ne faut pas oublier que Benjamin contrôle l'armée royale, et en évoquant la loi martiale, il a laissé échapper qu'il était bel et bien informé dessus, et qu'il comptait sûrement en abuser le moment venu pour que son instance ait tous les pouvoirs au sein du Black Whale. Luzurus, lui, a fait preuve de sang-froid en lisant sa lettre et en faisant passer les dires de Kacho pour des informations invérifiables et donc inutiles. Finalement, c'est la lettre qui sera remise à Alkenburg qui bouleversera le plus cette guerre. Mais pour l'instant, il semble s'être évanoui. Le chapitre se termine sur Kurapika qui lit la lettre qui lui est destinée au travers de Wobble, et il comprend qu'il n'y a aucune alternative pour s'échapper du bateau et sauver les princes inférieurs. C'est donc toute sa stratégie qui sera impactée. L'option de fuite n'est plus possible, et il faudra forcément éliminer des princes tout en passant des accords pour être épargné par la victoire de ses alliés. Ce chapitre marque donc un point de passage, puisque la situation stagnante recherchée par Kurapika en attente d'options de fuite devient donc inutile, et il faut maintenant accepter son sort et passer à l'action, comme Alkenburg et Senritsu qui l'ont sûrement compris. Voilà pour la review, on passe maintenant aux théories. On commence les prédictions avec la situation du 9e prince Alkenburg. Il a été placé en détention provisoire, et il est donc séparé de ses miliciens qui lui permettaient de renforcer son haine et d'échanger le corps de l'un de ses gardes avec une cible choisie. Voilà la théorie. Comme il l'avait fait avec Kamiya, Balsamilko s'occupe du procès du 9e prince, mais pour cette fois, il en a sûrement profité pour utiliser son poison TSK-17 pour tuer Alkenburg. Après les premiers symptômes, il est possible qu'Alkenburg ait compris qu'il était condamné, et il a donc utilisé sa capacité pour changer de corps, éventuellement avec Balsamilko. Cela lui permettrait de survivre et ça expliquerait tout. Le nouveau bruit similaire à chaque utilisation du pouvoir du 9e prince correspond à son échange de corps avec Balsamilko, et le corps d'Alkenburg a donc chuté comme celui de ses miliciens lorsqu'ils étaient cibles de ces échanges. On ne sait donc pas où se trouve l'esprit de Balsamilko, mais si la technique d'Alkenburg est bien un échange de corps, ça serait ironique car Balsamilko, dans le corps du 9e prince, se suiciderait indirectement en mourant à cause du poison qu'il a lui-même placé sur Alkenburg. A l'inverse, Alkenburg pourrait utiliser ce changement de corps en se faisant passer pour Balsamilko, ce qui pourrait lui permettre d'éliminer Benjamin rapidement. Et que cette tentative échoue ou non, cela déclencherait sûrement une loi martiale en imposant l'armée au pouvoir. Il est possible que cela arrive très bientôt car selon les tweets de Togashi, il semble avoir beaucoup de mouvements de panique aux alentours du chapitre 420. Ensuite, beaucoup de choses mènent à penser que cette confrontation entre Benjamin et Alkenburg sera nécessaire. Leurs personnalités s'opposent mais semblent se rejoindre en se croisant, comme Togashi aime le faire avec beaucoup de personnages. En effet, au début, Alkenburg était totalement opposé à la guerre de succession et il ne voulait pas tuer ses frères et sœurs. Il est même allé voir le roi pour se retirer de la guerre en vain. Contrairement à lui, Benjamin a été heureux de l'annonce de la guerre de succession qui lui permettrait de se débarrasser de ses ennemis. Il est même allé voir le roi pour lui exprimer sa gratitude pour cette guerre de succession. Mais au fil de la guerre pour le trône, Alkenburg s'est résilié à celle-ci et il est maintenant prêt à tout pour la victoire. Pendant ce temps, bien que ce soit léger, Benjamin semble se préoccuper de la santé précaire de Fugetsu. Personnellement, je pense que le secret de Benjamin est lié à la vérité sur la naissance d'Alkenburg, car ils ont la même mère.
Unma. Les ressemblances entre les trois sont flagrantes, et il y a dû avoir beaucoup de magouilles dans cette course à l'héritage de Kakin, et en tant que premier prince, Benjamin y a peut-être été impliqué. Par conséquent, ça pourrait être cette révélation qui va déclencher un déclic chez Alkenburg, et cette fois-ci il le sera encore plus avec l'assassinat de Benjamin pour objectif. J'en parlerai peut-être plus dans une vidéo dédiée si j'ai le temps, et pour les crimes de Tseri Donihi, je pense qu'on les connaît déjà vu sa collection horrible et ses meurtres, notamment sur 2 jeunes femmes. Et voilà pour mes prédictions, et juste avant de terminer cette vidéo, on passe aux corrections liées à la traduction officielle du chapitre. Bon, finalement il n'y a pas de changement qui impacte réellement les points que j'ai abordés ici dans la traduction officielle, mais elle reste quand même plus élaborée, et elle clarifie certaines incohérences dont je n'avais pas traité exprès. Les seules petites différences entre ceux dont j'ai traité dans cette vidéo et ce que la traduction a changé sont le nom de la loi martiale qui a été remplacé par état spécial d'urgence, et le nom du poison de Balsamilko qui a été effacé. Il y a aussi la réaction de Benjamin à la malédiction de Fugetsu, il a l'air moins préoccupé par cela dans l'officiel. Je vous conseille évidemment la traduction officielle de Manga Plus, parce qu'elle est plus élaborée et elle permet de soutenir l'auteur et les traducteurs de Kana. Et sur ce, n'oubliez vraiment pas de vous abonner avec la cloche pour les prochaines reviews et théories, likez et partagez la vidéo avec des personnes susceptibles de l'aimer, commentez ce que vous avez pensé du chapitre et vous pouvez aussi vous abonner sur mes réseaux, c'est-à-dire TikTok et X. Salut à tous!